J'ai découvert que mon mari avait tout perdu au jeu d'argent, dissimulé des dettes qui nous avaient presque conduits à la faillite. Et quand je l'ai confronté à ce mensonge, il a essayé de me faire passer pour folle devant sa famille. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que j'avais déjà rassemblé toutes les preuves, engagé un avocat et préparé un plan qui non seulement sauverait ma situation financière, mais exposerait chacun de ses mensonges devant tous ceux qui l'avaient manipulé pour les rallier à sa cause. Et l'expression sur son visage quand il a réalisé que je savais tout et qu'il avait complètement perdu le contrôle a été le moment le plus libérateur de ma vie, car je n'étais enfin plus l'épouse naïve qui croyait à ses excuses. J'étais la femme qui avait repris les rênes de son propre destin et qui a montré que personne, absolument personne, ne détruirait tout ce pourquoi j'avais tant travaillé sans en payer les conséquences. Et aujourd'hui, avec le recul, je suis reconnaissante d'avoir trouvé la force non seulement de survivre, mais de renaître des cendres sous lesquelles il avait tenté de m'ensevelir. J'étais assise dans le salon, chez ma belle-mère, entourée de toute la famille de mon mari, et il se tenait debout devant moi, le doigt pointé dans ma direction, hurlant que j'étais folle, paranoïaque, que j'inventais des histoires parce que je n'arrivais pas à accepter qu'il ait besoin d'espace. Et tout, ma belle-mère, ma belle-sœur et même ses cousins que je connaissais à peine, me regardaient avec cette expression de pitié mêlée de mépris, comme si j'étais une femme hystérique, incapable de préserver son mariage. Et ma belle-mère a pris sa main dans ce geste protecteur d'une mère défendant son fils et a dit d'une voix ferme que je devais cesser de l'accuser sans preuve, qu'il était un homme travailleur et dévoué et que ma jalousie et mes insécurités étaient en train de détruire notre mariage. Et j'ai senti mon cœur s'accélérer, mes mains se mettre à trembler, cette chaleur monter le long de mon cou jusqu'à mon visage. Car pendant des années, j'avais avalé ces excuses, ces mensonges, ces horaires étranges, l'argent qui disparaissait. Et maintenant, on me peignait comme la méchante de l'histoire, l'épouse à problème qui n'avait pas confiance en son mari parfait. Et pendant un instant, j'ai presque cru, j'ai presque laissé ce récit qu'il avait si soigneusement construit m'engloutir à nouveau. Mais j'ai alors plongé mon regard dans le sien. J'ai vu cette lueur de satisfaction, cette certitude d'avoir gagné une fois de plus, d'avoir réussi à retourner tout le monde contre moi. Et quelque chose en moi s'est brisé, non pas de désespoir, mais d'une clarté absolue. J'ai ouvert mon sac lentement, j'ai senti le poids des enveloppes que je portais depuis des jours, attendant le bon moment, et j'ai commencé à déposer, papier après papier sur la table basse, des relevés bancaires, des reçus de maisons de jeu, des captures d'écran de conversation, des preuves d'emprunt dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Et le silence qui s'est abattu sur la pièce était si dense que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. J'ai vu la couleur quitter son visage, ma belle-mère lâcher sa main comme si elle s'était brûlée, ma belle-sœur se pencher pour voir les documents, les yeux écarquillés. Et j'ai pris une profonde inspiration avant de parler, ma voix sortant bien plus assurée que je ne l'aurais cru. Avant de continuer, je voudrais prendre un instant pour remercier chacun d'entre vous d'être là et de partager ce moment avec moi. Vous n'imaginez pas à quel point ça compte pour moi de pouvoir raconter cette histoire et de savoir qu'elle pourra peut-être aider quelqu'un qui traverse une situation similaire, quelqu'un qui se sent seul, qui doute de soi, qui se fait manipuler sans s'en rendre compte. Et c'est pourquoi je vous demande du fond du cœur, si ce contenu vous plaît, si vous vous reconnaissez ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et laissez un like parce que ça aide énormément à porter ce message à d'autres personnes qui en ont besoin. J'ai créé cet espace précisément pour ça, pour partager des histoires vraies de résilience, de femmes et d'hommes qui ont affronté des situations difficiles et ont trouvé la force de reconstruire leur vie. Car personne ne devrait avoir à traverser ça seul. Et plus nous serons soudés au sein de cette communauté, plus chacun de nous deviendra fort. Alors s'il vous plaît, rejoignez notre famille ici sur la chaîne. Et maintenant, revenons à ce moment crucial dans le salon de ma belle-mère, car ce qui s'est passé ensuite a complètement changé le cours de ma vie.
Et pour comprendre comment j'en suis arrivée là, à tenir ces papiers qui allaient révéler tous ces mensonges, je dois revenir au début et vous raconter comment tout a commencé. J'ai rencontré Mathieu il y a 8 ans, lors d'un barbecue chez des amis communs. Il était charmant, attentionné, il faisait rire tout le monde avec ses blagues, et quand il a commencé à me parler ce soir-là, je me suis sentie spéciale, comme si j'étais la seule personne de la fête. Il m'a interrogée sur ma vie, mes rêves, mon travail d'institutrice, et semblait sincèrement intéressé par chaque mot que je disais. Nous avons commencé à sortir ensemble 3 mois plus tard, et durant la première année, tout était parfait. Il se présentait à mon appartement avec des fleurs sans raison particulière, organisait des surprises romantiques, m'a présenté à sa famille, qui m'a accueilli à bras ouverts. Sa mère, Martine, disait toujours que j'étais la belle fille dont elle avait toujours rêvé. Et ma belle-sœur, Camille, est devenue une amie proche, ou du moins c'est ce que je croyais à l'époque. Nous nous sommes mariés après 2 ans de relation, lors d'une magnifique cérémonie qu'il avait tenu à aider à planifier dans les moindres détails, et les premiers mois de mariage, tout continuait d'être merveilleux. Nous vivions dans un appartement en location mais confortable, je travaillais dans une école municipale et il était vendeur dans un magasin d'électronique. Nos 2 salaires nous permettaient de bien vivre et même de mettre un peu de côté chaque mois, car nous rêvions d'acheter notre propre maison. Mais c'est vers le 6e mois de mariage que j'ai commencé à remarquer des changements subtils. Il rentrait de plus en plus tard du travail, prétextant des réunions de dernière minute ou des happy hours avec ses collègues. Il a commencé à s'irriter plus facilement pour des broutilles, et chaque fois que je lui demandais si tout allait bien, il répondait que c'était juste le stress du travail et que je faisais des histoires. La première fois que quelque chose m'a vraiment effrayée, c'est quand je suis allée à la banque faire un dépôt et que j'ai découvert que notre compte commun était presque vide. Je lui ai demandé ce qu'il en était et il a expliqué qu'il avait eu des dépenses imprévues avec la voiture et qu'il rembourserait le mois suivant. Je l'ai cru car je n'avais aucune raison de ne pas le faire. Après tout, c'était mon mari, l'homme que j'aimais et avec qui j'avais construit une vie. Mais l'argent n'est jamais revenu. Et le mois suivant, la même chose s'est produite. Quand je l'ai confronté pour la 2e fois, il s'est fâché, a dit que je le contrôlais trop, qu'il avait le droit de dépenser son propre argent et que je devais lui faire davantage confiance. Et comme une idiote, je me suis excusée. Je me suis réellement excusée de m'inquiéter pour nos finances. J'ai commencé à mettre mon salaire de côté sur un compte séparé que j'ai ouvert en cachette, juste par précaution, et c'est ce qui m'a sauvée plus tard. Les retards sont devenus plus fréquents. Il a commencé à sortir le week-end en disant qu'il allait voir des amis, rentrant à l'aube ou parfois seulement le lendemain. Et quand je me plaignais, il disait que j'étais possessive, qu'il avait besoin d'espace, que ce n'est pas parce que nous étions mariés qu'il devait renoncer à sa vie sociale. Et sa famille soutenait toujours ce discours. Martine disait qu'un homme a besoin de sa liberté, que je devais être plus compréhensive. Camille laissait entendre que j'étais trop jalouse et que ça faisait fuir les hommes. Et j'ai commencé à croire que le problème venait vraiment de moi, que j'étais une épouse ennuyeuse et contrôlante. J'ai commencé à me surveiller, à ne pas me plaindre, à tout accepter en silence, mais à l'intérieur, je me détruisais. La situation financière empirait de plus en plus. Des lettres de relance ont commencé à arriver à notre adresse, des factures impayées, des menaces de coupure de service. Et quand je les lui montrais, effrayée et inquiète, il explosait en disant que j'exagérais, qu'il allait régler ça, que je n'avais pas à m'en préoccuper, car c'était sa responsabilité. Une fois, je suis rentrée plus tôt à la maison et je l'ai trouvé devant l'ordinateur sur un site étrange. Quand je lui ai demandé ce que c'était, il a fermé l'écran rapidement et a dit qu'il naviguait simplement. Mais j'avais vu des chiffres, des graphiques, quelque chose qui ressemblait à des paris en ligne. Je l'ai questionné et il m'a rayonné en me disant que je voyais des choses qui n'existaient pas, que je devenais paranoïaque. Et une fois de plus, je l'ai cru, car il était plus facile de croire que d'affronter la possibilité que mon mariage soit en train de s'effondrer. Ma vie est devenue une routine d'anxiété constante. Je me réveillais au milieu de la nuit pour vérifier s'il était rentré. Je passais mes journées à l'école à essayer de me concentrer sur mes cours, mais la tête ailleurs, et je rentrais en courant pour voir s'il y avait une nouvelle lettre, une nouvelle dette, un nouveau problème. Nous avions cessé de faire quoi que ce soit ensemble. Nous ne sortions plus, nous ne parlions plus.
Je vivais dans mon angoisse et il vivait dans son monde parallèle. Et chaque fois que j'essayais d'avoir une conversation sérieuse sur notre situation, il retournait la situation, disant que le problème, c'était moi, que ma négativité tuait notre mariage, que si j'étais plus légère et positive comme avant, il aurait plus envie de rester à la maison. Et je croyais vraiment que c'était de ma faute. J'ai commencé à voir une psychologue parce que je pensais que je devenais folle. Elle a été la première personne à me dire que ce n'était pas normal, que j'étais victime de manipulation psychologique. Mais même alors, je n'arrivais pas à l'accepter complètement. Je l'aimais, ou plutôt j'aimais l'idée que je me faisais de lui, la personne qu'il avait été au début. Et j'ai continué à essayer de sauver notre mariage toute seule pendant qu'il continuait à nous enfoncer de plus en plus. Le moment exact où tout a basculé fut un mardi pluvieux d'avril. J'étais en train de corriger des copies sur la table de la cuisine quand le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu et à l'autre bout du fil, une voix masculine et rêche a demandé après Mathieu. J'ai répondu qu'il n'était pas là et la voix a rétorqué que c'était la 3e fois qu'ils appelaient, que si Mathieu ne remboursait pas les 10 000 € qu'il devait avant la fin de la semaine, les choses tourneraient mal. Et avant que je puisse répondre, l'appel a été coupé. Je suis restée paralysée, le téléphone à la main. 10 000 €, c'était plus que ce que je gagnais en 2 ans de travail. Comment une dette pareille pouvait-elle exister sans que je le sache? Mon premier réflexe a été de l'appeler immédiatement, de le confronter, d'exiger des explications. Mais quelque chose m'a retenue, une voix dans ma tête me disant de ne pas le faire, d'être plus maligne cette fois-ci. Je devais comprendre l'étendue du problème avant d'agir. Alors ce soir-là, quand il est rentré, je n'ai rien dit. J'ai agi de manière tout à fait normale. J'ai préparé le dîner, nous avons parlé de banalités, et quand il est allé se coucher, je suis restée éveillée sur le canapé, repensant à tout ce qui s'était passé ces dernières années, tous les mensonges, toutes les excuses, toutes les fois où il m'avait fait sentir folle. Et j'ai réalisé que je ne pouvais plus faire confiance à un seul mot sortant de sa bouche. Il me fallait des preuves concrètes. Le lendemain, j'ai pris un congé maladie à l'école et j'ai commencé mon enquête. Je suis d'abord allée à la banque où nous avions notre compte commun. J'ai demandé des relevés détaillés des 2 dernières années. La conseillère a pris une expression inquiète en voyant les chiffres, mais m'a tout remis. Ensuite, j'ai fait des recherches sur sa situation financière. Et ce que j'ai découvert m'a fait sentir le sol se dérober sous mes pieds. Il y avait des prêts dans au moins 4 banques différentes, des cartes de crédit dont j'ignorais l'existence, tout au plafond, des financements, des dettes sur des sites de paris en ligne. Le total dépassait les 50 000 €. C'était une somme impensable, absurde, de quoi acheter une maison. Et il avait littéralement tout jeté par les fenêtres car j'avais là la preuve qu'il fréquentait des sites de paris sportifs, des casinos en ligne, des bingos, tout ce que vous pouviez imaginer. Je suis rentrée à la maison en tremblant, non pas de peur ou de tristesse, mais d'une rage si pure et concentrée que je n'avais jamais ressentie auparavant. Cet homme avait non seulement détruit notre vie financière, mais il m'avait fait croire que le problème, c'était moi. Il m'avait manipulée, isolée, avait utilisé mon argent pour combler les trous qu'il creusait lui-même. Et maintenant, j'étais là, piégée dans un mariage en faillite avec des dettes qui prendraient des décennies à rembourser. Mais je me suis arrêtée, j'ai respiré profondément et j'ai pensé « Je ne serai pas la victime de cette histoire, je ne le laisserai pas m'entraîner avec lui dans ce gouffre. » À ce moment-là, un plan a germé dans ma tête. Je n'allais pas simplement le confronter et demander le divorce, car il nierait tout, dirait que j'exagérais, manipulerait sa famille pour qu'elle prenne son parti, comme toujours. Il me fallait quelque chose de plus grand, de plus défini. Si il fallait que j'expose chacun de ces mensonges d'une manière que personne ne pourrait contester, j'ai commencé par faire des copies de tout, absolument tout, chaque relevé, chaque lettre de relance, chaque reçu. J'ai tout rangé dans un dossier que j'ai caché chez ma mère. Ensuite, j'ai cherché un avocat spécialisé en divorce et en droit de ma famille. Je lui ai expliqué toute la situation et il m'a conseillé sur la manière de me protéger légalement. Il a dit que je devais prouver que je n'avais pas connaissance de ces dettes pour ne pas en être tenue responsable, et que plus j'aurais de documents, plus mon dossier serait solide.
J'ai suivi chacune de ces instructions à la lettre. J'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque et j'y ai viré tout mon salaire. J'ai annulé toutes les cartes de crédit communes, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté pour les frais de procédure. Et pendant tout ce temps, j'ai continué à vivre avec Mathieu en prétendant que rien n'avait changé. Ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. Le regarder en face tous les jours en sachant tout ce qu'il avait fait et ne rien pouvoir dire encore. Mais je savais que je devais être patiente, que si j'agissais impulsivement, il trouverait un moyen de s'en tirer comme toujours. J'ai aussi commencé à tout documenter. J'enregistrais nos conversations quand il rentrait tard, quand il mentait sur l'endroit où il était. Je notais les dates et les heures de chaque incident étrange. Je prenais des photos des messages suspects sur son téléphone quand il le laissait déverrouiller. Je suis devenue détective de ma propre vie. Et plus j'en découvrais, pire c'était. J'ai trouvé des conversations avec des agents de crédit, avec des usuriers, même avec des gens à qui il devait de l'argent et qui menaçaient de prendre des mesures plus drastiques. Mon mari n'était pas seulement un accro au jeu, il s'était accoquiné avec des gens dangereux, il mettait nos vies en danger. Et malgré tout, il rentrait à la maison, me regardait dans les yeux et me disait qu'il m'aimait, que tout irait bien, que je devais avoir foi en lui. L'hypocrisie me dégoûtait, mais je souriais, j'acquiesçais, j'attendais mon heure. Ce furent 3 mois de préparation méticuleuse, 3 mois à vivre un mensonge, mais je savais que je faisais ce qu'il fallait. Ma psychologue m'a soutenue tout au long de ce processus. Elle m'a dit que j'étais courageuse et intelligente. Et ma mère, la seule personne au courant de tout, m'a offert tout le soutien émotionnel et même financier dont je pourrais avoir besoin. Le déclic final pour exécuter mon plan fut quand j'ai découvert que Mathieu avait commencé à utiliser mon nom pour obtenir plus de crédit. Il avait falsifié ma signature sur des documents, m'avait mise comme garante pour des prêts que je n'avais jamais autorisés. Ce n'était plus seulement de l'irresponsabilité financière, c'était un crime, et je n'allais pas le laisser m'entraîner en prison avec lui. J'ai donc pris rendez-vous avec mon avocat. Nous avons finalisé tous les papiers du divorce, préparé la plainte pour escroquerie, et j'ai décidé que la confrontation aurait lieu devant toute sa famille. Non pas que je veuille l'humilier publiquement, mais parce que j'avais besoin que tous ceux qui avaient toujours pris son parti, qui m'avaient toujours fait me sentir coupable, voient exactement qui il était. La première étape de mon plan a été de m'assurer d'avoir absolument toutes les preuves, organisées de manière irréfutable. J'ai passé un week-end entier chez ma mère pendant que Mathieu pensait que j'étais à un séminaire pour enseignants, et nous nous sommes assises toutes les deux à table pour cataloguer chaque document, chaque relevé, chaque reçu. Nous avons tout classé par catégorie. Les dettes bancaires dans un dossier, les prêts auprès d'usuriers dans un autre, les paris en ligne dans un troisième et les documents falsifiés avec ma signature dans un dossier rouge spécial car ils constituaient la preuve d'un délit. Ma mère a pleuré plusieurs fois durant ce processus, en voyant l'ampleur de ce qu'il avait fait. Mais elle m'a serrée dans ses bras et m'a dit que j'étais la femme la plus forte qu'elle connaisse et qu'elle me soutiendrait jusqu'au bout. Après cela, je suis allée chez le notaire et j'ai fait établir un acte officiel déclarant que je n'avais aucune connaissance et ne me portais pas responsable des dettes contractées par Mathieu sans mon autorisation expresse. Mon avocat m'avait expliqué que ce serait crucial pour me protéger légalement. L'étape suivante était la plus risquée. J'avais besoin d'au moins un témoin qui puisse confirmer son addiction au jeu. J'ai donc contacté Marc, qui était le meilleur ami de Mathieu depuis l'adolescence, mais qui avait pris ses distances ces dernières années. J'ai pris un café avec lui et quand je lui ai demandé s'il savait quelque chose sur les problèmes de jeu de Mathieu, il a soufflé de soulagement, comme s'il attendait depuis des années de pouvoir en parler. Il m'a raconté que Mathieu avait commencé à parier quand il était encore célibataire. Il avait commencé petit avec des paris sportifs, puis l'escalade avait suivi. Marc avait tenté de le prévenir à plusieurs reprises, mais Mathieu niait toujours le problème, disant qu'il maîtrisait la situation. Jusqu'au jour où il a demandé à Marc de lui prêter de l'argent, promettant de le rembourser en une semaine car il avait un pari sûr. Marc lui a prêté 1 000 € et n'a jamais revu son argent. Quand il a réclamé son dû, Mathieu est devenu agressif, lui a dit qu'il n'était pas un véritable ami, et leur amitié s'est brisée là. Marc se sentait coupable de ne pas m'avoir prévenu plus tôt, mais je lui ai expliqué que ce n'était pas de sa faute, que Mathieu était un maître dans l'art de la manipulation et de la dissimulation.
Je lui ai demandé s'il pouvait faire une déclaration écrite sur tout cela et il a accepté immédiatement, disant qu'il voulait m'aider car je ne méritais pas de vivre ça. Avec la déclaration de Marc en main, j'avais un témoin extérieur qui n'avait pas d'intérêt dans le divorce. Cela donnait beaucoup plus de crédibilité à mon dossier. L'obstacle suivant était d'accéder au téléphone portable de Mathieu pour récupérer les messages et les historiques qu'il avait certainement effacés. Je savais qu'il faisait des sauvegardes automatiques sur le cloud, alors une nuit, pendant qu'il dormait, j'ai pris son téléphone, j'ai noté son email et son mot de passe, et le lendemain, j'ai accédé à tout depuis mon ordinateur. Ce que j'ai trouvé était encore pire que ce que j'imaginais. Des conversations avec d'autres parieurs, échangeant des tuyaux, des messages à des usuriers implorant des délais supplémentaires, des captures d'écran de factures impayées. Et le pire de tout, des messages à Camille, ma belle-sœur, où il lui demandait de l'argent et où elle lui faisait des virements. Autrement dit, sa famille savait, du moins Camille savait, et ne m'a jamais rien dit. Elle a continué à jouer l'amie devant moi, tout en finançant l'addiction de son frère dans mon dos. Cela m'a donné encore plus de détermination. J'ai tout sauvegardé sur une clé USB. J'ai fait des copies à 3 endroits différents car je ne pouvais pas courir le risque de perdre ces preuves. Parallèlement à tout cela, j'ai commencé à assister plus fréquemment aux réunions de sa famille. Il fallait que, le moment de la confrontation venu, tout le monde soit présent. Alors chaque fois que Martine organisait un déjeuner du dimanche, j'y allais. Chaque fois qu'il y avait un anniversaire ou une fête, j'étais là, jouant la belle fille parfaite, sympathique, polie, apportant le dessert, aidant à la cuisine, gagnant la sympathie de tous. Et Mathieu adorait ça. Il pensait que j'avais enfin accepté le rôle d'épouse soumise qu'il désirait. Il était loin de se douter que je préparais mon public. Un dimanche a été particulièrement difficile. Martine parlait de Mathieu comme d'un fils merveilleux, travailleur, responsable, et j'ai dû me mordre la langue si fort que j'ai senti le goût du sang dans ma bouche. Mais j'ai souri, j'ai acquiescé, j'ai fait l'éloge de mon mari, et intérieurement, je comptais les jours jusqu'au moment où je détruirais complètement ce récit. Camille me regardait parfois avec une expression étrange, comme si elle avait pitié de moi ou se sentait coupable, mais elle n'a jamais rien dit, n'a jamais eu le courage de venir me dire la vérité. Et cela m'a montré qu'aucun d'entre eux ne se souciait vraiment de moi. J'étais juste l'épouse, le meuble qui complétait la famille parfaite qu'ils prétendaient être. Pendant ce temps, les dettes continuaient de s'accumuler. Les appels de recouvrement devenaient de plus en plus agressifs. Un jour, un homme s'est présenté à notre porte en cherchant Mathieu. Quand j'ai dit qu'il n'était pas là, l'homme m'a toisé de la tête aux pieds et a dit que si Mathieu ne payait pas avant vendredi, il devrait prendre des dispositions. La façon dont il l'a dit m'a donné des frissons. Ce soir-là, j'ai confronté Mathieu à propos de cet homme et il a explosé. Il m'a crié dessus en disant que je n'aurais pas dû ouvrir la porte, que je nous avais mis en danger, que j'étais stupide et irréfléchie. Et pour la première fois de ma vie, j'ai crié en retour. J'ai dit que ce n'était pas moi qui nous mettais en danger, qu'il devait me dire exactement à qui il devait de l'argent et combien. Et il m'a poussé. Ce n'était pas fort, ça ne m'a pas blessé, mais c'était suffisant pour me faire vaciller en arrière. Il a alors réalisé ce qu'il avait fait, a essayé de me prendre dans ses bras, de s'excuser, de dire qu'il était stressé, mais je l'ai repoussé. Je me suis enfermée dans la chambre et cette nuit-là, j'ai su qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible, aucune rédemption possible pour ce mariage. Il avait franchi une ligne qui ne pouvait être effacée. Le lendemain, j'ai appelé mon avocat et je l'ai prévenu que j'étais prête à exécuter le plan. Il m'a dit de choisir une date et de m'arranger pour que la famille soit réunie. L'occasion parfaite s'est présentée 2 semaines plus tard quand Martine a annoncé qu'elle organiserait un déjeuner spécial pour fêter son anniversaire de mariage. Elle a dit qu'elle voulait toute la famille réunie et je me suis immédiatement portée volontaire pour aider à l'organisation, m'assurant ainsi que l'événement aurait bien lieu et que tout le monde serait présent. Dans les semaines qui ont précédé le déjeuner, j'ai finalisé tous les documents du divorce. L'avocat a préparé une mise en demeure qui serait remise à Mathieu le lendemain de la confrontation. J'ai aussi contacté certains des plus gros créanciers, j'ai expliqué ma situation, montré l'acte officiel qui me dégageait des dettes et demandé qu'ils adressent toutes leurs réclamations uniquement à Mathieu. Certains ont été compréhensifs, d'autres moins, mais l'important était de laisser une trace de toutes les démarches légales que j'entreprenais.
J'ai acheté un petit dictaphone qui tenait dans la paume de la main et je l'ai testé plusieurs fois pour m'assurer qu'il fonctionnait parfaitement. Le jour de la confrontation, j'allais tout enregistrer, chaque mot, chaque réaction. Car je savais qu'après, Mathieu essaierait de déformer l'histoire, de dire que j'avais exagéré ou inventé des choses. J'ai aussi préparé des copies de tous les documents les plus importants, un dossier pour chaque membre de la famille, pour que lorsque je quitterai cette maison, chacun d'eux ait entre les mains la preuve physique de ce que Mathieu avait fait. La veille du déjeuner, je n'ai presque pas dormi. Je repassais mentalement chaque étape, chaque réplique, chaque document que je devais présenter dans le bon ordre. J'avais peur d'oublier quelque chose de crucial, de me bloquer au moment venu, de laisser mes émotions prendre le dessus. Mais je me suis alors souvenu de tout ce que j'avais enduré, toutes ces années à être manipulée, humiliée, prise pour une idiote, et j'ai senti cette rage froide et calculée revenir, me donnant force et clarté. Le dimanche matin, je me suis levée tôt, je me suis préparée avec soin, j'ai choisi une tenue sobre et élégante, j'ai attaché mes cheveux, mis un maquillage léger, je voulais paraître calme, maître de moi, crédible. J'ai mis les dossiers dans un grand sac avec quelques cadeaux pour faire diverser. J'ai activé le dictaphone et je l'ai glissé dans la poche de ma veste et je suis partie de la maison avec Mathieu qui était de bonne humeur, faisant des blagues dans la voiture, disant que ce serait une journée spéciale. Et j'acquiesçais en silence, pensant qu'il n'avait aucune idée à quel point cette journée serait vraiment spéciale. Nous sommes arrivés chez Martine vers midi. Le salon était plein. En plus de ma belle-mère et de Camille, il y avait Romain, le mari de Camille, leurs 2 enfants, tante Sylvie, qui était la sœur de Martine, et 3 ou 4 cousins de Mathieu que je connaissais de vue. J'ai salué tout le monde avec mon plus chaleureux sourire, j'ai aidé à mettre la table, j'ai servi les boissons, j'ai fait tout ce qu'une belle fille parfaite ferait. Et pendant le déjeuner, j'ai participé aux conversations, j'ai ri aux blagues, j'ai complimenté le repas, tandis que mon sac contenant les dossiers attendait dans un coin du salon le bon moment. Après le dessert, Martine a commencé un discours émouvant sur la famille, sur l'importance d'être tous réunis, sur le fait qu'elle et son défunt mari avaient toujours rêvé d'avoir une famille unie et aimante. Et c'est à ce moment-là que Mathieu s'est levé, a posé la main sur mon épaule et a dit qu'il voulait en profiter pour dire quelque chose. Mon cœur s'est emballé car je ne m'y attendais pas. Il a commencé par dire que notre mariage traversait une phase difficile, que j'étais très stressée par mon travail et que cela affectait notre relation. Il a dit qu'il essayait d'être patient et compréhensif, mais que c'était difficile car je devenais paranoïaque, l'accusant de choses insensées, créant des problèmes là où il n'y en avait pas. Et j'ai vu où il voulait en venir. Il préparait le terrain pour le jour où je demanderais le divorce. Il se met déjà dans l'esprit de tous l'idée que j'étais instable, déséquilibrée et qu'il était le mari malheureux qui supportait mes crises. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu tout le monde me regarder avec cette expression de pitié mêlée de jugement. Martine hochait déjà la tête en signe de désapprobation et c'est là que Mathieu a prononcé la phrase que je n'oublierai jamais. Il a parlé en me regardant droit dans les yeux, avec ce petit sourire en coin, plein d'assurance, pensant qu'il avait gagné. Il a dit que je devais chercher une aide professionnelle car ma jalousie et ma paranoïa étaient en train de détruire notre famille. Et à cet instant précis, je me suis levée de ma chaise, j'ai pris mon sac, je suis revenue dans le salon et j'ai commencé à sortir les dossiers, un par un, et à les poser sur la table basse. Le silence a été immédiat. Mathieu s'est arrêté de parler au milieu de sa phrase, son expression passant de la confiance à la confusion en quelques secondes. J'ai ouvert le premier dossier et j'ai sorti les relevés bancaires. J'ai commencé à lire à voix haute « Compte courant à la banque postale, solde débiteur de 2000 €, découvert autorisé dépassé. Compte courant au Crédit Agricole, prêt personnel de 10 000 € impayé depuis 3 mois. Carte de crédit Mastercard, plafond de 3 000 € entièrement utilisé sur des sites de paris en ligne. Et j'ai continué, dossier après dossier, document après document. À chaque révélation, je voyais la couleur quitter le visage de Mathieu. Il a essayé de m'interrompre, a dit que j'étais folle, que je ne savais pas de quoi je parlais, mais j'ai simplement continué. J'ai pris le dossier rouge, celui des documents falsifiés. J'ai montré à toutes les personnes présentes comment ma signature avait été imitée sur 3 contrats de prêt différents. J'ai expliqué que c'était un délit d'escroquerie, que j'avais déposé une plainte et que j'avais déjà un acte notarié me dégageant de toutes ces dettes. Martine a finalement retrouvé sa voix et a dit que j'exagérais, qu'il devait y avoir un malentendu.
Et c'est là que j'ai regardé Camille droit dans les yeux et que je lui ai demandé à voix haute si elle préférait tout raconter elle-même ou si je devais le faire. J'ai vu son visage devenir écarlate, elle a commencé à bafouiller et j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert les captures d'écran de ses conversations avec Mathieu et j'ai lu à voix haute. Camille lui virant 500 € en mars, 800 de plus en avril, encore 400 en mai, toujours avec des messages de sa part l'implorant, promettant de rembourser, inventant des excuses. Romain, son mari, s'est levé d'un bond, m'a arraché le téléphone des mains pour voir par lui-même. Et quand il a confirmé que c'était vrai, il s'est mis à hurler sur Camille, lui demandant comment elle avait pu faire ça, utiliser l'argent de la famille pour financer l'addiction de son frère sans lui en parler. Leur dispute a été si violente que les enfants se sont mis à pleurer. Mais je ne pouvais pas m'arrêter maintenant, je devais finir ce que j'avais commencé. J'ai pris le dernier dossier, celui qui contenait la déclaration de Marc, et j'ai lu chaque mot à voix haute. Son meilleur ami d'enfance confirmant son addiction au jeu, confirmant qu'il lui avait prêté de l'argent et n'avait jamais été remboursé, confirmant qu'il avait pris ses distances car il ne supportait plus de voir Mathieu se détruire et entraîner tout le monde dans sa chute. C'est à ce moment-là que Mathieu a explosé. Il a hurlé que j'étais une salope, une traîtresse, que je n'avais pas le droit d'exposer sa vie de la sorte. Il s'est avancé vers moi, le poing levé, et c'est son beau-frère Romain qui l'a maîtrisé. Et même maîtrisé, il continuait de crier, disant que j'allais le payer, que j'allais le regretter, qu'il allait détruire ma vie. Et alors, Martine a fait quelque chose d'inattendu. Elle lui a donné une gifle retentissante. Le son a résonné dans tout le salon. Et elle a dit, d'une voix que je ne lui avais jamais entendue, une voix de profonde déception et de colère contenue, elle a dit qu'il n'était pas son fils, que son fils était mort et avait été remplacé par ce menteur et ce lâche. Elle a pris l'un des dossiers, a feuilleté les documents les mains tremblantes, et quand elle a vu l'ampleur des dettes, quand elle a vu les sites de Paris, quand elle a vu ma signature falsifiée, elle s'est mise à pleurer. Ce n'étaient pas des pleurs délicats, c'étaient les sanglots de quelqu'un dont le cœur se brise en 1000 morceaux. Tante Sylvie est venue me prendre dans ses bras, s'est excusée pour toutes les fois où elle m'avait jugée, pour toutes les fois où elle avait pris le parti de Mathieu sans connaître la vérité. Et un par un, les autres membres de la famille ont commencé à s'excuser aussi, sauf Camille qui était occupée à se disputer avec son mari et Mathieu qui était dans un coin de la pièce, assis par terre, la tête entre les mains. J'ai respiré profondément, j'ai essuyé les larmes qui coulaient sur mon visage et j'ai dit qu'il me restait une seule chose à dire. J'ai expliqué que mon avocat lui remettrait la demande de divorce lundi matin, que je ne voulais rien de lui, aucun bien, aucun argent, seulement ma liberté, et que mon nom soit lavé de tout soupçon. J'ai dit qu'il avait besoin d'une aide professionnelle pour son addiction, mais que ce n'était plus ma responsabilité. J'ai dit que j'avais passé des années à être manipulée, humiliée et prise pour une idiote, pendant que tout le monde ici croyait que j'étais le problème, et que maintenant, chacun d'entre eux avait entre les mains la vérité complète et pouvait juger par lui-même qui avait raison ou tort dans cette histoire. J'ai pris mon sac, j'ai laissé tous les dossiers sur la table, et avant de partir, je me suis retournée une dernière fois et j'ai regardé Mathieu. Il pleurait, non pas de remords, mais de rage et d'humiliation, d'avoir été démasqué devant tout le monde, d'avoir perdu le contrôle du récit qu'il avait si soigneusement construit. Et je n'ai dit qu'une seule chose, j'ai dit qu'il avait raison sur un point, que j'avais vraiment besoin d'une aide professionnelle, mais pas pour soigner ma paranoïa ou ma jalousie. J'avais besoin d'aide pour comprendre comment j'avais pu permettre à quelqu'un de me traiter de la sorte pendant si longtemps. Comment j'avais pu perdre une si grande partie de moi-même en essayant de sauver quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé. Et qu'à partir de ce jour, j'allais consacrer mon énergie à reconstruire la femme forte que j'étais avant de le connaître. Je suis sortie de cette maison dans le silence le plus lourd que j'ai jamais connu. Je suis montée dans ma voiture qui était garée dans la rue car j'avais tout prévu, y compris d'avoir mon propre moyen de transport pour m'enfuir.
Et tandis que je roulais vers la maison de ma mère, où j'allais rester jusqu'à ce que toute la situation soit réglée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le soulagement, la liberté, la dignité. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais le contrôle de ma propre vie. Et malgré toute la douleur, toute la colère, toute la tristesse de ce qui s'était passé, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Je m'étais défendue, j'avais lutté pour ma vérité, et ça, personne ne pourrait plus jamais me l'enlever. Les 3 mois qui ont suivi ce dimanche ont été les plus intenses et les plus transformateurs de ma vie. Je suis restée chez ma mère pendant que la procédure de divorce suivait son cours et, contrairement à ce que j'imaginais, Mathieu n'a rien contesté. Il a signé tous les papiers sans discuter, a accepté toutes les conditions. Je crois qu'il avait enfin compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible, qu'il avait complètement perdu le moindre pouvoir qu'il pensait avoir sur moi. Martine m'a appelé 2 semaines après ce jour-là, en pleurant au téléphone, me disant qu'elle avait inscrit Mathieu à un programme de traitement pour la dépendance au jeu, qu'elle n'avait aucune idée de la gravité de la situation, qu'elle se sentait coupable de toutes les fois où elle m'avait blâmée, alors qu'en réalité j'étais la victime. Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas, que je comprenais que les mères veulent toujours protéger leurs enfants et qu'elle aussi avait été manipulée par lui. Elle m'a demandé pardon à plusieurs reprises et je lui ai pardonné. Sincèrement, parce que garder de la rancœur n'aurait fait que me blesser davantage. Tante Sylvie est devenue une alliée inattendue. Elle m'appelait chaque semaine pour prendre de mes nouvelles, m'invitait à déjeuner, m'incluait dans les réunions de famille qui avaient lieu sans Mathieu. Et cela m'a surprise, car je pensais qu'en divorçant de lui, je perdrais toute cette famille. Mais j'ai découvert que certains d'entre eux tenaient vraiment à moi en tant que personne et pas seulement en tant qu'épouse de Mathieu. Quant à Camille, en revanche, je ne l'ai plus jamais revue. J'ai appris par des tiers qu'elle s'était également séparée de Romain, car l'histoire de l'argent qu'elle avait donné en cachette à son frère n'était que la partie émergée de l'iceberg, d'autres problèmes dans leur mariage. Concernant Mathieu, il a terminé son traitement et, selon Martine, il persévérait dans sa guérison, fréquentait les réunions des joueurs anonymes, travaillait pour rembourser ses dettes et, pour la première fois, assumait la responsabilité de ses propres actes. J'ai espéré qu'il réussirait à s'en sortir, non pas pour moi, mais pour lui-même, car personne ne mérite de vivre prisonnier d'une addiction qui détruit tout sur son passage. Mais cela ne signifiait pas que je lui avais complètement pardonné ou que j'avais oublié ce qu'il avait fait. Certaines blessures cicatrisent, mais les cicatrices restent, et ce n'est pas grave, elles me rappellent à quel point je suis forte, à quel point j'ai survécu. Pendant ce temps, j'ai recommencé à me reconnecter avec moi-même. J'ai entamé une thérapie 2 fois par semaine et ce fut un processus douloureux mais nécessaire. Comprendre comment j'avais permis à quelqu'un de me manipuler si longtemps, comment j'avais perdu ma voix, mon estime de moi, mon identité. J'ai découvert que j'avais tendance à vouloir sauver les gens, à faire passer les besoins des autres avant les miens et que cela venait de traumatismes d'enfance dont j'ignorais l'existence. J'ai travaillé à chaque séance avec acharnement, j'ai fait les exercices, j'ai affronté les vérités inconfortables sur moi-même et lentement, j'ai commencé à me reconstruire, non pas comme la femme que j'étais avant Mathieu, mais comme quelqu'un de complètement nouveau, plus forte, plus consciente, avec des limites claires et une voix assurée. J'ai recommencé à faire des choses que j'avais abandonnées pendant le mariage, j'ai repris la lecture pour le plaisir, j'ai regardé les films que j'aimais, je suis sortie avec mes amis que j'avais négligés toutes ces années, je me suis inscrite à des cours de yoga et j'ai découvert que la méditation aidait vraiment à apaiser l'esprit. J'ai commencé à tenir un journal tous les soirs pour analyser mes sentiments, organiser mes pensées, et c'était incroyable de voir ma perspective changer page après page. Au travail, je suis redevenue l'enseignante engagée et créative que j'avais toujours été. Mes élèves ont remarqué la différence, certains ont même commenté que j'avais l'air plus heureuse, plus présente, et c'était vrai, j'étais présente pour la première fois depuis des années, plus partagée entre l'école et l'anxiété constante de ce qui se passait à la maison, plus obligée de prétendre que tout allait bien alors que je m'effondrais de l'intérieur. 6 mois après le divorce, j'ai réussi à louer un petit appartement confortable. Il était à moi, et seulement à moi. Chaque meuble, chaque objet, chaque décision m'appartenait, et le sentiment d'indépendance était indescriptible. J'ai invité ma mère et quelques amis pour m'aider à décorer. Nous en avons fait une fête, nous avons peint les murs de couleurs vives, accroché des tableaux inspirants, rempli le balcon de plantes, et quand je me suis enfin assise sur le nouveau canapé, en regardant cet espace qui était entièrement le mien, j'ai pleuré.
Mais cette fois, c'était des larmes de gratitude et de soulagement. 1 an après ce dimanche fatidique, j'étais complètement différente. J'avais un peu maigri, non pas parce que j'étais malade, mais parce que je prenais mieux soin de moi, en mangeant correctement, en faisant de l'exercice, en dormant. Bien, j'avais changé de coupe de cheveux, renouvelé ma garde-robe, mais le changement le plus important était intérieur. Je me regardais dans le miroir et je voyais une femme qui s'aimait, qui se respectait, qui n'accepterait plus d'être traitée comme une option ou comme un exutoire pour les problèmes de quelqu'un d'autre. J'ai croisé Marc par hasard dans un supermarché. Il m'a reconnu immédiatement et est venu me parler. Il m'a remercié d'avoir utilisé son témoignage de manière respectueuse, a dit qu'il se sentait soulagé d'avoir enfin aidé quelqu'un après avoir échoué à aider son ami. Nous avons discuté quelques minutes et il a remarqué que j'avais l'air radieuse, que j'avais une énergie complètement différente. Et il avait raison. J'étais légère, libre, en paix. J'ai aussi fait la paix avec l'idée que ce n'était pas grave de ne pas être en couple, que je n'avais pas besoin d'un partenaire pour être complète, que mon bonheur et ma valeur ne dépendaient pas d'avoir quelqu'un à mes côtés. Ce fut l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises. Pendant si longtemps, j'avais défini mon identité comme étant l'épouse de Mathieu, la moitié d'un couple. Et quand tout s'est terminé, j'ai dû redécouvrir qui j'étais, seule. Et j'ai découvert que j'étais incroyable, que j'avais mes propres rêves, mes propres objectifs, toute une vie devant moi pleine de possibilités. J'ai commencé à planifier des choses que j'avais toujours voulu faire mais que j'avais reportées. Je me suis inscrite à une spécialisation qui m'avait toujours intéressée. J'ai planifié le voyage à l'étranger dont j'avais toujours rêvé. J'ai ouvert un livret d'épargne et j'ai commencé à mettre de l'argent de côté, non pas pour les urgences ou pour couvrir des dettes, mais pour réaliser mes rêves. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais enthousiaste à l'idée de l'avenir. Côté finance, j'ai réussi à m'en sortir complètement indemne. L'acte notarié et tous les documents que j'avais préparés m'ont protégée légalement. Aucune des dettes de Mathieu n'est restée à mon nom. Et petit à petit, j'ai reconstruit ma stabilité financière. Je n'étais pas riche, mais j'étais stable. Et plus important encore, c'était honnête, gagné par mes propres efforts. Avec le recul, je vois maintenant que cette terrible expérience était aussi un cadeau déguisé. Elle m'a forcé à grandir, à m'affirmer, à me battre pour moi-même, d'une manière que je n'aurais peut-être fait si tout était resté dans la zone de confort de la médiocrité. Elle m'a appris que l'amour ne consiste pas à sacrifier qui vous êtes pour rendre quelqu'un d'autre heureux, ni à ignorer les signaux d'alarme ou à accepter des miettes d'affection. L'amour véritable, c'est un partenariat, un respect mutuel, l'honnêteté, une croissance commune, et que je ne méritais rien de moins que cela. J'ai aussi appris l'importance d'avoir un réseau de soutien, de ne pas essayer de tout porter seule. Ma mère, ma psychologue, mes amis, même des personnes que je connaissais à peine mais qui ont compati à mon histoire, tous ont été essentiels à ma guérison. Et aujourd'hui, j'essaie d'être ce soutien pour d'autres. Quand je vois une amie ou une collègue dans une relation toxique, je partage mon histoire, non pas de manière intrusive, mais en faisant comprendre qu'il existe des issues, qu'il est possible de recommencer, que personne n'a besoin de rester dans une situation qui l'a détruit par peur ou par honte. Il y a une phrase que ma thérapeute m'a dite et que je n'oublierai jamais. Elle a dit que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'agir malgré la peur. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai eu peur à chaque étape du processus, peur d'avoir tort, peur de me retrouver seule, peur de ne pas survivre financièrement, peur d'être jugée, mais j'ai agi quand même. Et cela a fait toute la différence. Aujourd'hui, 2 ans après ce dimanche, je peux dire avec une certitude absolue que je suis heureuse, authentiquement heureuse. Je me réveille chaque jour reconnaissante pour la vie que j'ai bâtie, pour l'appartement qui est mon refuge, pour le travail qui m'épanouit, pour l'indépendance que j'ai conquise, pour les leçons que j'ai apprises, et par-dessus tout, pour m'être retrouvée, pour avoir sauvé la femme forte et déterminée qui avait toujours été en moi, mais qui sommeillait sous des couches de manipulation et d'abus psychologiques. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, si je tomberai de nouveau amoureuse, si je construirai une nouvelle famille, si je continuerai seule à profiter de ma liberté. Et la vérité, c'est que je n'ai pas besoin de le savoir maintenant. Je vis un jour à la fois, je savoure chaque instant, je célèbre chaque petite victoire, et c'est déjà plus que suffisant. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance, même si j'ai utilisé ce mot dans mes plans. C'est une histoire de justice, d'autopréservation, du courage de défendre sa propre dignité quand tout le monde autour de vous vous dit d'accepter l'inacceptable. C'est choisir de se mettre en premier quand il serait plus facile de continuer à être choisi en dernier. Et c'est comprendre que recommencer n'est pas un signe d'échec, mais un signe de force. Et maintenant,
J'aimerais m'adresser à vous qui regardez cette vidéo. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire dans votre vie? Vous êtes-vous déjà senti piégé dans une relation où vous étiez manipulé, où vos inquiétudes légitimes étaient transformées en paranoïa, où l'on vous faisait porter la culpabilité de problèmes que vous n'aviez pas créés? Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui vit cela en ce moment même, quelqu'un que vous aimez et qui se fait détruire à petit feu par un partenaire dépendant, abusif ou manipulateur? Partagez en commentaire votre histoire, votre expérience, ou si vous préférez, juste un mot de soutien. Car ici, c'est une communauté d'accueil et de force. Ici, il n'y a pas de jugement, seulement de la compréhension et une volonté sincère de s'entraider. Et si vous vous êtes reconnu dans mon histoire, si vous avez identifié des schémas dans votre propre vie, je veux que vous sachiez quelque chose de très important. Vous n'êtes pas seul. De l'aide existe. Il y a une issue. Mais plus importante encore, je veux vous encourager à chercher un secours spirituel, à vous approcher de Dieu, à placer votre foi en Jésus-Christ. Car c'est lui qui m'a donné la force quand je pensais ne plus en avoir. C'est à travers la prière et la foi que j'ai trouvé la clarté d'esprit pour prendre les bonnes décisions, le courage d'affronter mes peurs et la sagesse pour savoir quand agir et quand attendre. Cherchez une église, une communauté de foi chrétienne près de chez vous, un lieu où vous pourrez vous sentir accueilli, soutenu spirituellement, où vous pourrez entendre la parole de Dieu et lui permettre de transformer votre cœur et votre esprit. Car même si la thérapie est essentielle, même si le soutien des amis et de la famille est fondamental, il y a une dimension spirituelle dans la guérison que seule la foi peut combler. Il y a une paix que seul Dieu peut donner, une force qui ne vient que de la confiance qu'il a un dessein plus grand pour votre vie, même lorsque tout semble s'effondrer. Dans les moments les plus difficiles de mon parcours, c'était la prière qui me soutenait. C'étaient les versets bibliques que je lisais au milieu de la nuit quand je n'arrivais pas à dormir, qui me rappelaient que j'étais aimée, que j'avais de la valeur, que je méritais de bonnes choses et que Dieu ne m'abandonnerait jamais. Si vous êtes dans une situation d'abus, de manipulation, de dépendance de votre partenaire, de dette cachée, quoi que ce soit qui détruise votre paix et votre vie, sachez que Dieu voit votre souffrance, il connaît vos larmes et il est prêt à vous aider à vous en sortir. Mais vous devez faire le premier pas. Vous devez avoir le courage de demander de l'aide, de chercher un guide spirituel, de vous connecter à une communauté qui vous soutiendra et vous rappellera qui vous êtes vraiment aux yeux de Dieu. Ne restez pas dans le silence, ne portez pas ce fardeau seul. Parlez-en à des personnes de confiance, à des responsables spirituels, à des professionnels compétents. Car vous méritez de vivre en paix, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'avoir des relations saines basées sur le respect et l'amour véritable. Et tout cela est possible quand vous placez Dieu au centre de votre vie et que vous lui permettez de guider vos pas. Je sais que cela peut sembler effrayant, que faire le premier pas pour sortir d'une situation abusive ou toxique est terrifiant. Je suis passée par là, je sais exactement ce que c'est. Mais je sais aussi que de l'autre côté, il y a la vie, il y a la joie, il y a la liberté. Et cela vaut chaque seconde de peur et d'incertitude que vous ressentirez durant le processus. Alors mon invitation finale pour vous est la suivante. N'abandonnez pas. N'acceptez pas de vivre une vie médiocre, remplie de mensonges et de souffrances, par peur de recommencer. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez, plus capable que vous ne le croyez, et avec Dieu à vos côtés, il n'y a aucun obstacle qui ne puisse être surmonté. Cherchez une église, parlez-en à un pasteur ou à un guide spirituel, participez à des groupes de prière et d'études bibliques, permettez-vous de faire partie d'une famille spirituelle qui vous accueillera, priera pour vous et marchera à vos côtés dans ce parcours de guérison et de reconstruction. Et si vous avez déjà traversé une épreuve similaire et que vous en êtes sorti victorieux comme moi, laissez votre témoignage en commentaire, partagez votre force avec ceux qui luttent encore, car vos mots peuvent être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui pour avoir le courage de changer. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, laissez un like pour que ce message atteigne plus de monde et partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre. Chaque vue, chaque commentaire, chaque partage peut sauver une vie, peut redonner espoir à quelqu'un qui est perdu. Et c'est ma mission ici. Utiliser mon histoire, ma douleur transformée en force, pour aider d'autres personnes à retrouver le chemin vers elles-mêmes et vers Dieu.
Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout, de m'avoir accompagné dans ce voyage intense et émouvant, de faire partie de cette communauté incroyable. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, qu'il illumine vos chemins, qu'il guérisse vos blessures, qu'il restaure vos rêves et que vous n'oubliez jamais à quel point vous êtes précieux et aimé. Je vous embrasse bien fort, à la prochaine vidéo et souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous et nous sommes là aussi. Prions pour votre victoire, pour votre bonheur, pour votre paix. Soyez bénis et à très bientôt.